Dans la nuit du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2024, depuis la Rogers Arena de Vancouver au Canada, se tiendront les Survivor Series Wargames. Et non, encore une fois, on n'a toujours pas William Regal qui est venu nous crier Wargames. 5 combats au programme dans la tradition des Premium Live Events signés Triple H. Non, il signe pas en Triple H, non, il signe en Paul Lévesque à la fin des shows, bon c'est pareil. Et diffusé en exclusivité pour la France, la Suisse et la Belgique. Bah sur le WWE Network, là au moins il n'y a pas de problème, on est encore dans les délais. À minuit, voilà, il y a le kick-off avant, ça commencera vers 22h, 22h30, je sais pas exactement, de toute façon il n'y a plus de match dans le kick-off, c'est juste des clips. Peut-être une information importante ou deux qui passera par là avec des interviews, ce genre de choses là, mais bon surtout c'est minuit pour le début du show principal. Ce qui est bien, c'est pay-per-view qui avancent un petit peu et qui nous permettent à nous Européens d'aller se coucher un peu moins tard. Bon, 5 matchs, certes, mais je m'attends à ce que ça dure pas loin de 4 heures. Oui, parce que généralement les combats Wargames, entre les entrées de chaque participant, ça dure un petit peu. Il va falloir compter, je pense, 1 heure pour chacun de ces matchs. Et étant donné qu'on a 3 solides combats de championnat entre les deux, je pense qu'on s'approchera des 4 heures. Puis ce sera un pay-per-view du Big Four. Puis on aura de quoi nous justifier également, nous mettre plein de clips et des pubs aussi. Et comme le veut la tradition de ces nouveaux formats du Sturi Stradamus, je vous ai donné la parole et sur Twitter @Sturi et également sur mon nouveau compte Blue Sky. C'est aussi @Sturi, besky.social. Maintenant, vous connaissez un petit peu pour ceux qui ont déjà entamé la grande migration. On a eu des commentaires plutôt partagés entre l'enthousiasme et également le petit désamour sur certains éléments. Mais je pense que vous devenez aussi un petit peu exigeant parce que je trouve globalement que cette carte des Survivor Series Wargames plutôt carrée. Dommage de ne voir qu'un seul match féminin, un peu bricolé en plus. J'aurais bien vu les finales des 2 nouvelles ceintures féminines. C'est bête. Ça a été annoncé bien tard. Alors en effet, il y a ces 2 championnats intermédiaires dans les divisions féminines qui ont été rajoutés, l'un à Raw, l'autre à SmackDown. Il y a des tournois en cours à base de triple sweat match. Et les finales, ça a été aussi annoncé, se tiendront le 14 décembre lors de Saturday Night's Main Event. Alors c'est pas vraiment un format Premium Live Event, même si ça y ressemblera, ça sera 2 heures de catch, un peu dans la tradition des vieilles émissions Saturday Night Main Event, où souvent le Main Event est l'opener. Oui, c'est comme ça. Et donc en plus de ces 2 finales pour couronner des nouvelles championnes, on aura, et c'est officiel, Cody Rhodes qui défendra le championnat universel indisputé contre Kevin Owens. Visiblement, Kevin Owens, il a décidé de pas challenger Cody Rhodes au Canada, c'est un peu con, non? On nous construit déjà Saturday Night's Main Event alors que le Survivor Series n'est pas encore passé. Ça laisse un sentiment de PLE intermédiaire un peu bâclé. Alors ça, je pense pas. Je pense que c'est surtout le schedule de WWE, leur agenda. À bâtir la carte de Saturday Night Main Event uniquement en 2 semaines, c'est risqué quand même, c'est osé. Ça m'a pas gêné outre mesure que les programmes se construisent en parallèle étant donné que déjà les 2 combats Wargames occupent 20 superstars. C'est pas mal, 20 superstars, ça fait du monde. Remettez les Survivor Series match, même avec des randoms, ça met l'exposition sur des plus petits talents et c'est moins le bordel à suivre comme match. Wargame, là, j'en peux plus. Et vous avez été assez nombreux à me faire cette remarque, les traditionnels Survivor Series match 5 contre 5 par élimination, déjà d'où le nom de l'événement, Survivor, il faut survivre à la fin, ça a tendance à vous manquer et je vous cache pas que ça me manque un peu. Alors ce qui me manque pas, c'est les confrontations Raw contre SmackDown dans cet esprit-là, ça n'a pas mené à grand chose ces dernières années, mais ouais, je suis toujours en train de me remémorer certains de ces matchs assez légendaires, où le suspense grandissant peut faire avancer convenablement des storylines, à moins qu'il faudrait rajouter une stipulation d'élimination dans les Wargames, ce qui baserait une bonne fois pour toutes cette fameuse règle qui m'insupporte d'attendre que tout le monde soit rentré dans le Wargames pour pouvoir commencer à faire des tombées. Première fois que je trouve la carte d'un PLE de 5 matchs de la part d'Hunter enfin bien utilisée, que des matchs à enjeu, pas de match tag team inutile et visiblement pas de ventre mou à venir comme on pouvait en avoir dans les précédents shows. En fait, il y a beaucoup d'affiches sur lesquelles on peut pas véritablement deviner à l'avance s'il va y avoir un ventre mou. Ça se trouve, ça sera un gros ventre mou les matchs de championnat intermédiaire. Peut-être que les Wargames seront eux aussi des ventres mous. C'est aussi une question d'équilibre, il y a de l'enjeu sur chaque match, mais c'est vrai qu'on a des combats en jeu, mais attention. Tiens, en fait, pour illustrer mon propos, je vais commencer par ce premier match. Le championnat des États-Unis est défendu par LA Knight. Contre Shinsuke Nakamura. Le retour de Shinsuke Nakamura, qui est prévu pour catcher du côté de SmackDown cette semaine, mais qui n'avait pas été revu sur un show télévisé depuis le mois d'avril 2024.
ils n'avaient pas véritablement d'idées créatives et on a déjà essayé de construire plein de trucs avec Shinsuke Nakamura ces dernières années, ça a tendance un petit peu à tanguer le bateau. Nakamura doit battre LA Knight pour espérer que son 367e reboot fonctionne sur le long terme. Ah, là aussi, vous êtes assez nombreux à réclamer une victoire de Nakamura, sinon plus personne n'y croit. Même s'il y a 1% de chance que ça arrive, Nakamura doit battre LA Knight. D'un côté pour que Nakamura ait enfin un peu de respect, de l'autre parce que le règne de Knight semble n'aller nulle part. Alors je suis pas véritablement d'accord sur le fait que Nakamura n'est pas respecté. Bah non, quand tu regardes un peu au global de sa carrière à la WWE, il a quand même passé pas mal de temps avec un titre autour des hanches. Jamais les titres principaux, souvent des titres intermédiaires, mais c'est quand même un joli palmarès. C'est plus son momentum récent qui est à mettre en cause, mais ça, je vais y revenir dans un instant. Quant à LA Knight, je trouve son règne de champion des États-Unis plutôt correct jusqu'à présent. Il y a eu un excellent match du côté de l'Arabie Saoudite avec Carmelo Hayes et Andrade qui a permis de mettre de côté déjà 2 aspirants potentiels. On est plus limité par cette profondeur de roster à SmackDown qui fait défaut. C'est vrai que ça fait assez peu de challengers dans la mid-card, à moins d'aller peut-être splitter des équipes, lancer Austin Theory, Grayson Waller qui foutent plus grand chose. C'est vrai qu'à un moment, je vois bien LA Knight avoir fait le tour très vite. Nakamura prématurément dans un match de championnat, j'ai peur d'être déçu, quel que soit le résultat. Et là, je vais insister sur un point de ce commentaire. Prématurément dans un match de championnat. C'est une idée aussi qui est revenue dans vos commentaires, c'est que Nakamura, il a eu très peu de temps de ce fait pour établir son momentum. On a juste eu 2 attaques à la fin des matchs de LA Knight. Ok, il y a un match prévu ce vendredi, il me semble, contre Andrade, mais juste le prétexte d'avoir attaqué le champion lui donne automatiquement un title shot sans avoir accumulé de momentum. C'est vrai que ça aurait été mieux, peut-être, de prendre quelques semaines pour le réhabituer aux victoires. T'as un peu l'impression que Nakamura, on lui a peinturluré des trucs au visage. Apparemment, ça va pas vous plaire, on a changé son thème d'entrée. Ou est-ce que j'aurais dû le dire ça? Ouh là là, avant que ça soit débattu. Ouais, il y a un côté un peu précipité des choses et c'est ça qui me dérange. On voit tellement le match arriver comme une première étape d'un programme établi sur du plus long terme. Et s'il faut établir ce règne sur du plus long terme, je vois bien Nakamura déconner comme dans sa feud avec Cody à l'époque et outrepasser les règles pour faire gagner son adversaire par disqualification. Puis on comprend pas vraiment en plus quelle est l'ambition de Shinsuke Nakamura. Est-ce qu'il veut vraiment redevenir ce champion des États-Unis? Parce que pour le moment, il veut juste se concentrer sur le côté insécure de LA Knight, de sa peur permanente de plus être le mec populaire. À mon avis, c'est vraiment sur le papier le programme le plus faible, mais aussi quelque part le programme le plus frais. Mon pronostic ira sur une victoire de LA Knight, que ça soit clean ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, je vois pas ce programme s'arrêter maintenant. Le match pour le championnat intercontinental, Triple Threat match où Bron Breakker va défendre contre Sheamus et Ludwig Kaiser. Alors là, la différence du programme Shinsuke Nakamura et LA Knight, on a une construction qui dure depuis bien longtemps. Alors déjà, ça peut remonter sur l'animosité entre Kaiser et Sheamus à la feud historique entre les Brawling Brutes et Imperium. La position de Bron Breakker, elle est très intéressante. WWE en fait, je trouve, un excellent twinner actuellement qui va jamais avoir peur de dépasser les limites du moral, mais en étant tellement cool et tellement fort et tellement athlétique avec une attitude de badass qui, en effet, plaira à plein de gens. Kaiser a pas été construit de manière déconnante et Sheamus, il a quand même un pédigré derrière lui qui fait la taille de tous mes bras. Voilà, j'en ai que 2. Mais Sheamus, bah oui, dans son palmarès, il lui manque un truc. C'est le moment de faire gagner Sheamus. Il lui manque juste ce titre pour être Grand Slam Champion, mais sans avoir un long règne, comme Gunther récemment. Ah oui, on lui donne un titre juste pour lui faire plaisir, c'est ça que vous voulez me dire. Non, si on lui donne le titre intercontinental à Sheamus, j'espère qu'il aura un règne décent. Mais là, attention, le programme, il a été construit sur de l'animosité. C'est Adam Pearce qui a fini par péter un câble lors du dernier Monday Retro et qui a officialisé le match. On n'a pas eu l'occasion d'avoir un Sheamus faire une promo sentiment. Hein. Le fait de vouloir ce titre intercontinental, il l'a évoqué à Bron Breakker il y a déjà quelques semaines. C'est pas du tout le même focus que lors de sa feud contre Gunther, où là, c'était beaucoup plus équivoque et ça a rajouté un gros côté suspense drama dans leur épique rencontre de Clash at the Castle. Et donc, j'ai pas l'impression que c'est le bon moment pour Sheamus. Breakker, Sheamus, Kaiser va être le show stealer du bon catch brutal à l'ancienne dans les règles de l'art. Peut-être enfin l'opportunité de lancer Kaiser sur un titre solo. Et vous avez été assez nombreux à espérer une victoire de Ludwig Kaiser, à vouloir une nouvelle inversion des pouvoirs établis. Et c'est vrai que Ludwig Kaiser, ce titre intercontinental lui irait très bien. Il pourrait ainsi rendre fier son ring général Gunther. Et un triple threat serait une opportunité pour lui de battre non pas le champion Bron Breakker qui a plutôt un statut protégé, mais de faire le pin sur un Sheamus qui
qu'il a déjà battu par le passé. Une idée qui m'attire, Kaiser il a été assez bien construit, je trouve mieux que Sheamus dans ce programme, mais pour autant, ça ne sera pas mon pronostic. Bon, il a déjà fait un yo-yo Braun Breaker avec Jey Uso, je pense que là on est parti pour un règne un peu plus établi, peut-être au moins jusqu'au Royal Rumble. Le championnat World Heavyweight sera défendu par Gunther contre Damian Priest. Aïe aïe aïe, le fameux programme où Gunther n'a rien gagné en weekly. Depuis sa défaite en Arabie Saoudite contre Cody, il a le doute et on exploite très bien cette partie de la storyline, mais cependant vous êtes quand même nombreux à ne pas adhérer à la chose. Curieux le traitement de Gunther, l'idée de le rendre faillible est intéressante, mais de là à le faire paraître aussi faible, c'est peut-être pousser un peu trop mémé dans les orties. Surtout si c'est pour qu'il gagne derrière en PLE, un gros classique à la WWE, je vote pour une défaite et un double turn. Ah ouais, là ça te plaît pas, Damian Priest, super babyface, mec cool, un rôle que je ne vois pas du tout Gunther habiter actuellement, enfin en tout cas il peut pas faire le babyface cool, il pourrait être babyface dans le genre, c'est quoi, c'est la losing streak, c'est Baron Corbin qui limite était SDF et qui inspirait la pitié, ça va, Gunther il vous fait pitié, il fait tiep. Bon, c'est vrai que Bébou il faisait un petit peu tiep ces derniers temps. Bon, moi ce qui m'inquiète plus avec Gunther, c'est pas véritablement qu'il ait perdu des batailles dans les storylines, c'est plus ses performances in-ring. Depuis justement le lancement de son règne, j'ai plus l'impression de revoir les gros clashs épiques avec Gunther. J'ai l'impression qu'on a du convenable, on va dire moyen plus, mais on est loin des gros standards qu'il affichait à l'époque. Et j'ose espérer qu'avec Damian Priest, on va retrouver un peu de cette magie qu'il y avait quand même du côté de SummerSlam lorsque Gunther a pris le titre à Damian Priest, mais on se souvient avec l'intervention de Finn Balor, et de la trahison, la fameuse. Je ne suis pas personnellement super emballé dans le match Gunther-Damian Priest, mais j'aimerais voir Gunther perdre si Ludwig Kaiser gagne le titre intercontinental, afin de voir du drama dans Imperium. Alors là encore, on va parler d'inversion des rapports de force. C'est vrai que ce serait incombe de voir Kaiser sacré champion solo, même si c'est le titre intermédiaire, et Gunther destitué de son titre, qui deviendrait de ce fait le ring général de l'autre. Je crois que Gunther, il a quand même plus le leadership naturel, il en impose un petit peu plus que Ludwig Kaiser, c'est évident déjà d'un point de vue physique. Mais attention, leur relation en effet elle est assez intéressante à voir évoluer. Finn Balor reprochant à Dominic le fait que Damian Priest se soit rapproché du titre poids lourd, le Judgment Day risque d'intervenir pour une nouvelle fois coûter le titre à l'ancien Punishment Martinez. C'est justement vers quoi mon pronostic se tournerait, une victoire de Gunther grâce à l'intervention, bah ouais, une fois de plus du Judgment Day. Le programme entre Damian Priest et Finn Balor, il est loin d'être terminé, on est resté sur quelque chose d'assez léger en termes de dénouement. La rancœur elle est toujours présente, il y a toujours un petit fil conducteur qui nous y ramène, et le fait d'avoir été beaucoup plus discret là-dessus ces dernières semaines peut permettre peut-être de redéclencher un petit effet de surprise. Bon, moi j'y crois pas trop à l'effet de surprise, mais je pense que c'est la facilité scénaristique qui permettrait à Gunther de conserver sans pour autant reprendre totalement en confiance. Damian Priest doit gagner, il a trop de flow, et l'un des rares mecs vraiment poussés en main event sous l'ère Triple H. Ce serait un parfait champion pour Netflix. Puis le règne de Gunther est mid, il a déjà eu un règne long avec le titre intercontinental, c'est du déjà vu. Maintenant, attention, tu soulignes un point très intéressant. Qui sera le poster boy de Monday Night Raw lors de l'arrivée de cette branche rouge sur Netflix? Il y a des grosses attentes. Est-ce que Gunther peut remplir ses bottes? Pour lui, quand il met un coup de botte, il chose du 55, ça se passe plutôt bien. Mais remplir les bottes du champion World Heavyweight de l'arrivée d'un programme qui sera probablement le plus regardé ever de l'histoire de la compagnie, ouais, encore une fois, je le dis, est-ce que c'est des bottes que peut remplir Gunther? Et je pense même pas particulièrement à Damian Priest pour remplir le rôle, j'ai plus pensé à des profils comme Seth Rollins ou CM Punk, voire même Drew McIntyre, des star power beaucoup plus établis, et c'est là où ma curiosité se portera sur le booking, notamment de Gunther ou du champion tout court pendant ce mois de décembre, qui risque d'être beaucoup plus intéressant à suivre que les mois de décembre des années précédentes. Pronostic, je reste dessus, Gunther conserve le titre, avec peut-être derrière une petite gruge de Judgment Day, ça me plairait pas particulièrement, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique. On passe au combat Wargames féminin. Candice LeRae, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton, Nia Jax et Liv Morgan feront face à Bianca Belair, Rhea Ripley, Io Sky, Naomi et Bayley, qui est donc bien la 5e participante. Ils ont rien fait pour nous l'annoncer lors de l'épisode de Monday Night Raw, on l'a juste déduit grâce à l'intervention de Bayley dans ce main event qui l'opposait à Nia Jax et qui donnera l'avantage numérique au babyface, et c'est un avantage numérique à ne pas prendre à la légère, ça donnera un booking assez étonnant. WWE, même si ça paraît pas instinctif de donner un surnombre au babyface par rapport au heel, ils ont déjà prouvé par le passé qu'ils étaient en mesure d'écrire les choses
chose ainsi. Quelqu'un m'explique pourquoi personne ne fait référence à Bayley et Io Sky, aucun regard ou face à face entre les deux, on dirait que tout le monde a oublié ce qui s'est passé en début d'année. C'est vrai que ça paraît assez précipité, même cette construction globalement est arrivée assez tardivement. Il y a des trucs qui font pas forcément sens, hein, comme Nia Jax qui ferait équipe avec Liv Morgan alors qu'elles se sont affrontées en Arabie Saoudite. Il y a ce sentiment, vous l'avez tous et je le partage, d'avoir un match féminin pour avoir un Wargames féminin, tout simplement. Et si tu compares ça à la profondeur d'écriture de la storyline Bloodline contre Bloodline, c'est vrai que ça paraît tout de suite un peu faible. Mais cependant, il y a des petites pistes à exploiter, dont notamment à cette situation Bianca Belair, Bayley, Io Sky. Est-ce que les babyface peuvent vraiment se faire confiance au sein de leur groupe? Il semble y avoir un petit peu plus d'unité côté des heels. Bah voilà, elles sont juste méchantes, elles veulent être méchantes. Être méchant, c'est plus facile qu'être gentil. C'est plus facile d'avoir un 0 sur 20 qu'un 20 sur 20. Bien hypé pour le Survivor Series féminin, beau mélange de plusieurs rivalités qui donnent de l'espoir pour un combat de qualité in-ring. Grande question, si Tiffany Stratton cash in pendant le match, est-ce que ça devient un Fatal 10-Way? Ce serait insane. Alors, bah on le sait toujours pas. Bah oui, il y a Damien Priest qui devait cash in son Money in the Bank l'année dernière et ça s'est finalement pas fait. On sait pas du tout comment évoluent les règles du combat. Il n'y a jamais eu de cash in dans un combat par équipe, donc à partir de là, on sait pas trop comment ça évolue. Tu vois, j'émets une hypothèse, faudrait pas que ça se passe, à moins que ça se passe après que le match ait eu lieu, ou tout simplement pour éviter de se faire un nœud au cerveau, autant pas faire de cash in tout court, quoi. Puis Tiffany Stratton, je sens bien qu'elle va prendre l'un des plus gros spots de la soirée. Bon, Io Sky, déjà, elle a participé à tous les Wargames, elle risque de faire une petite dinguerie depuis le haut de la cage. Il y a d'autres profils intéressants dans ce combat, dont notamment Candice LeRae, qui a une petite expérience dans le catch hardcore, souvenez-vous de la période catch indépendant avec la Pro Wrestling Guerrilla. En fait, la plus grosse poudrière que j'aimerais évoquer, c'est celle qui a été assez bien présentée, je trouve, lors de Monday Night Raw, et c'est une poudrière entre Rhea Ripley d'un côté et Bianca Belair de l'autre. Et avec la blessure de Jade Cargill, si ça l'éloigne bien pendant plusieurs mois, Rhea Ripley contre Bianca Belair, c'est un programme qui échappe à une affiche potentielle d'un WrestleMania depuis déjà 2 bonnes années, et c'est en plus de ça une rivalité naturelle entre deux catcheuses qui ont évolué en parallèle et qui n'ont eu qu'à trop peu de reprises l'occasion de se mettre sur la gueule avec un combat à gros enjeux. Plein de choses à surveiller donc, et je pronostiquerai une victoire, des heels. Pas que ça m'enchante, parce que c'est vraiment l'équipe des Avengers, du côté des babyface, elles ont un beaucoup plus gros star power, un plus gros palmarès, avec pourquoi pas une Tiffany Stratton triomphante pour passer un message aux autres championnes. Voilà, on a fait équipe, mais à tout moment, je peux vous griller la priorité. Ou s'il fallait choisir un pick vainqueur côté babyface, pourquoi pas Io Sky, pour justement effrayer Liv Morgan, dont elle est actuellement la challengeuse. Mais on sait pas pour quand d'ailleurs, on a jamais su. Et allez, je vais passer à la pièce maîtresse, le Wargames masculin. The Original Bloodline, Sami Zayn, Jimmy Uso, Jey Uso, Roman Reigns et CM Punk, l'ajout surprenant, face à la nouvelle Bloodline composée de Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tonga Loa, Tama Tonga et Bronson Reed. Alors est-ce que Bronson Reed il a bien rejoint la nouvelle Bloodline, étant donné qu'il lève le doigt avec eux? Lui il est un peu là par opportunisme, il l'avait bien laissé sous-entendre il y a quelques semaines à Adam Pearce qu'il irait chercher lui-même ses opportunités pour briller tout en haut de l'affiche. Ça tombe bien, là t'es tout en haut de l'affiche. Donc est-ce qu'il sera vraiment un team player pour Solo Sikoa ou juste un mercenaire engagé pour faire les sales besognes? Quoi qu'il en soit, son ajout a totalement fait step up cette New Bloodline avec un Solo Sikoa qui en impose de plus en plus en termes de charisme, de présence. Un Jacob Fatu qui, je l'espère, va assurer, parce que à chaque fois que Jacob Fatu il est dans un combat, des fois je m'ennuie profondément. Il est incroyable pour intervenir dans des combats ou pour faire des jolis spots, mais le foutre juste en tag avec Solo Sikoa ou Tama Tonga, c'est pas souvent des plus excitants. Jacob Fatu, je pense que c'est un vrai catcheur de 1v1, faut le laisser dans ce registre-là. Tonga Loa, j'espère qu'il fera de son mieux, à moins qu'il y ait une surprise et que The Rock le remplace au dernier moment. c'est une blague, non, Tonga Loa, on va devoir se le coltiner. Tama Tonga, aucun souci, je sais qu'il assure. Et en face, c'est là où le doute est permis. Et c'est un peu dur d'ailleurs de vous livrer les pronostics sans la diffusion de SmackDown où il y aura cette confrontation, ce face-à-face entre CM Punk et Roman Reigns qui vont devoir mettre les choses au clair et ranger leur ego de côté pour pouvoir coexister. Je suis extrêmement hype par l'arrivée de Punk dans le Wargames masculin, j'espère que ce sera utilisé pour découler sur une feud entre Logi Bloodline et Punk avec comme objectif central récupérer Paul Heyman. Le Wiseman au corps de la rivalité annonce un chef-d'œuvre. Genre Paul Heyman c'est un trophée quoi, Paul Heyman c'est une ceinture à aller décrocher. C'est bon, on fait quoi, un Paul Heyman
on épaule. Paul Heyman, je pense qu'il va choisir lequel de ces deux hommes sera son client. Il y a un client d'un côté qui l'a déçu, hein, c'est Roman Reigns. Ouais, il m'a pas rappelé, il a pas donné de signe de vie, il a mis son téléphone hors de service. Il revient, c'est un peu sus. En effet, CM Punk, il a l'air de connivence avec Paul Heyman. Il y a des trucs sus, quoi qu'il en soit. Je pense que Paul Heyman sera, quoi qu'il en soit, la grosse clé de ce combat. Paul Heyman a toujours été un heel. Je ne crois pas une seconde à son allégeance à Roman Reigns. Ce dernier subira une nouvelle trahison. Bon, celle-ci va quand même bien falloir l'écrire. Parce que Paul Heyman, s'il est rangé du côté de Solo Sikoa, c'est un vrai syndrome de Stockholm, hein, vu comment Solo Sikoa l'a traité ces derniers mois. WWE, quoi qu'il en soit, ils sont quand même capables, hein, avec des petits bouts de ficelle, surtout avec un Paul Heyman engagé dans le programme, de raconter quelque chose de, je l'espère, un minimum cohérent. Je trouve que la Bloodline 2.0 est beaucoup plus divertissante et de plus en plus intéressante. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'aimerais qu'il gagne. La victoire obtenue dans le fameux 3v3 a, pour ma part en tout cas, totalement changé la donne, puisque c'était le momentum dont ils avaient besoin. Ils ont gagné aussi pas mal de batailles sur les bagarres en weekly, et pour l'instant, celui qui me paraît être le plus faible de tout ce programme, bah, il est pas côté Bloodline de Solo Sikoa. Pour moi, le plus faible, là, pour l'instant, c'est Roman Reigns. Roman Reigns, il est à des années-lumière d'être la même personnalité qu'il avait par le passé. C'est plus du tout le leader charismatique. Tu sens qu'il est un peu comme Gunther, même s'il exprime pas de la même manière, il doute. Il n'a pas été capable de trouver lui-même un 5e membre. Il essaye de se mettre dans la peau du mec qui veut rassurer, mais au final, il n'a pas de plan. Ah, le swag est plus véritablement là, et le swag, il l'a principalement lorsqu'il est heel, et j'ai peur de retrouver en quelque sorte la fadeur d'un Roman Reigns babyface qu'on a connu et qui nous a servi en boucle et en boucle il y a de ça quelques années. Hein, et ça avait pas forcément bien fini. Donc l'effet de hype, il est toujours là. Hein. Roman Reigns, le chef tribal, ultra populaire, ça, je l'entends, tout le monde l'entend. Mais est-ce que ça fonctionnera bien sur le long terme? Bon, c'est pas dans ce match que ça se décidera. Je pense pas que Roman Reigns, il va tourner quelque part là-dedans. C'est pas prévu, ça a pas l'air d'en prendre la direction. Mais en effet, peut-être l'opposer à un CM Punk, ou pourquoi pas lui refaire croiser la route de Cody par la suite, pourra le remettre dans une position de heel. Bon là, par contre, ça ne fait plus aucun sens avec la potentielle réintégration dans l'histoire de The Rock, mais à quel moment? Et est-ce qu'il sera bien là à WrestleMania 41? Bon, ouais, il nous a mis un petit indice à Bad Blood, je pense qu'il sera là quand même, il aura un rôle à jouer. Les créatifs, j'espère qu'ils sont bien sûrs de ce qu'ils font, parce que j'ai l'impression que ça sent l'impasse à plein d'endroits, notamment sur cette construction et cette reformation de la Bloodline originale qui a peut-être déçu pas mal de gens puisque ça s'est refait de manière très facile. On s'est dit pardon facilement. Quoique Roman Reigns, il a dit pardon à personne. Est-ce que Sami Zayn joue pas un double jeu? Est-ce que Jimmy Uso est vraiment quelqu'un de confiance? Est-ce que la guerre d'ego entre Roman Reigns et Jey Uso ne va pas refaire surface à un moment donné? Ouais, c'est là qu'on voit aussi l'équipe des babyface, elle est bien plus fragile que celle des heels, hein, où tout le monde a l'air de marcher dans le même but. Bah, ils lèvent tous le doigt, eux, déjà. Bon, allez, bah, je vais me ranger sur l'avis et le pronostic du dernier commentaire. Je vois bien Solo Sikoa gagner ce combat. J'aimais aussi le souhait personnel de le voir Bronson Reed intégrer pleinement cette Bloodline. Ouais, ce serait bizarre de le voir repartir à Raw sagement le lundi matin. Quoique côté OG Bloodline, bah ouais, Jey Uso et Sami Zayn, bah ils sont à Raw. Ils sont pas à SmackDown, les autres sont à SmackDown. Ouais, je m'y perds, comment on écrit la suite? Bon, quoi qu'il en soit, la draft en ce moment, ils en ont un peu rien à foutre. Et en fait, ce qui change totalement avec cette OG Bloodline par rapport à sa première version, c'est qu'aujourd'hui, c'est une composition de plusieurs individualités, alors qu'à l'époque, c'était un groupe qui tirait dans un seul but, celui de Roman Reigns. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a plus de leader, même Roman Reigns le dit, il n'y a plus cette idée d'ordre établi. Et c'est ça qui me fait perdre un petit peu pied sur l'objectif final de cette OG Bloodline. Soit on est content, soit c'est juste la famille, hop, inviter Vin Diesel. Ou est-ce qu'il faut pas mieux redéfinir les rôles? Et ça, pour l'instant, les rôles, je trouve qu'ils n'ont pas encore clairement été rétablis. En tout cas, pas dans cette Bloodline-là. Dans l'autre, par contre, alors c'est plus solide. Hein. Solo Sikoa, son ambition, c'est d'être champion à disputer. Allez, sur ce principe-là, victoire de Solo Sikoa, ça sera ma prédiction. J'espère pas vous avoir trop perdu avec mon processus de réflexion. Quoi qu'il en soit, on sera fixé hein, dans la nuit de samedi à dimanche à minuit. On sera d'ailleurs en direct sur twitch.tv/Turi316 pour suivre et réagir à l'événement en direct comme d'habitude. N'hésitez pas à passer plus tôt dans la soirée, je serai probablement en live quelques heures avant parce que j'ai pas mal de petits trucs à vous faire gagner, dont notamment pas mal de jeux sur PC. Ouais, c'est une soirée un petit peu spéciale au fait le 30 novembre sur la chaîne C'est ça le catch. Mais je vous laisse deviner, je vous laisse regarder pourquoi. Il y a d'ailleurs une vidéo sur cette thématique qui sortira au courant de la journée de samedi. Je vous le dis par avance, mais je me répéterai justement à ce moment-là. Merci pour tout, merci pour votre soutien, merci pour la force. C'est toujours un peu spécial quand on est au Survivor Series parce que ça réévoque justement cette période. Bon, et pour pas vous spoiler, c'est la période de la création de la chaîne. Et la chaîne aura 10 ans. Et ouais. Waouh, plus vieux quand même, hein. 10 ans. Restez bien fort. Je vais essayer de rester fort
aussi de mon côté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. La prochaine, c'est déjà bientôt. C'était Sturi. Ciao. Bye bye.